l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue dans 1, 2, 3 Santé. Alors vous reconnaîtrez certainement ces symptômes, le nez qui coule, les yeux qui pleurent ou encore des picotements dans la gorge. Ce sont, docteur Perianin, les symptômes de la rhinopharyngite ou du rhume. Ce sont des maladies dues à des virus variés. Il en existe près d'une centaine. Chaque fois que le virus est en contact avec un nourrisson, celui-ci va développer une maladie. Ce sont des maladies bruyantes, pourtant sans gravité. Elles sont même nécessaires. Vous allez comprendre pourquoi. On écoute tout de suite la question du jour et on se retrouve juste après. Bonjour, qu'est-ce que c'est la rhinopharyngite et quelle est la différence avec un rhume? Et nous avons pas moins de 2 pédiatres pour répondre à cette question, avec le docteur Audrey Césaire qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour docteur. Bonjour Malika. Bonjour. Beaucoup de consultations pour les rhumes, c'est l'essentiel de vos consultations? Oui, énormément de consultations. Effectivement, la rhinopharyngite, c'est un motif très fréquent de consultation, que ce soit en cabinet de pédiatrie de ville ou aux urgences pédiatriques. Alors que c'est une maladie vraiment fréquente et bénigne, mais elle motive toujours énormément de consultations. Les urgences aussi sont encombrées pour des cas de rhume. Oui. Peut-être rhume du nourrisson? Plus le nourrisson, mais tous les enfants, en général jusqu'à l'âge de 6 ans à peu près. Alors je donnais tout à l'heure quelques symptômes. Qu'est-ce que c'est que le rhume? Alors le rhume ou la rhinopharyngite, c'est une maladie virale, comme je vous ai dit, qui touche le nez et le pharynx, c'est-à-dire le fond de la gorge. Elle donne plusieurs symptômes, donc elle donne le nez qui coule. Alors ça peut être des sécrétions plus ou moins épaisses, des sécrétions qui peuvent être claires ou jaunâtres ou vertes, mais la couleur des sécrétions n'est pas représentative de la gravité de la maladie. Le traitement reste le même, quelles que soient les sécrétions. Ça peut donner également le nez bouché, des éternuements, de la toux qui peut être grasse et parfois de la fièvre. Alors la fièvre, c'est un des symptômes qui dure le moins longtemps, elle dure en moyenne 3 jours. Par contre, les autres symptômes peuvent durer un petit peu plus, jusqu'à 7 à 10 jours, en général, surtout avec la toux qui est le dernier symptôme à partir. Beaucoup de consultations, donc c'est une maladie fréquente. Oui, c'est une maladie très fréquente, du coup qu'on retrouve surtout chez le jeune enfant, donc en collectivité, en crèche ou en garderie, qui peut aller en général jusqu'à l'âge de 6 ans. Et il n'est pas banal de faire 6, 8 rhinopharyngites dans l'année chez le même enfant. D'accord. Vous parliez des crèches, c'est une maladie contagieuse. C'est une maladie contagieuse, effectivement. Alors, comme c'est une maladie virale, elle se transmet le plus souvent soit par contact, donc les enfants qui s'essuient le nez, qui touchent les objets ou qui mettent les objets à la bouche, qui le passent à leurs camarades, ou alors par des gouttelettes qui sont en aérosol dans l'air, par exemple lors d'éternuement. D'accord. La contagion, c'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Vous parlez des échanges de jouets. Les enfants, donc, à la crèche ou en collectivité, ne s'échangent pas que des jouets, mais aussi des microbes. Reportage dans une crèche de Pointe-à-Pitre. La rhinopharyngite est une maladie virale bénigne. À la crèche Josette Exol, Mariola Donino, puéricultrice, nous explique tous les moyens qui sont mis en œuvre pour diminuer les risques de contamination. La rhinopharyngite est une infection bactérienne hivernale parce qu'elle sévit plus spécifiquement entre le mois de septembre-octobre jusqu'à mars environ. Alors comment elle se contracte, c'est souvent par des objets manuportés, par le fait qu'on se serre les mains ou qu'on touche un objet, qu'on le contamine, qu'un enfant qui soit porteur de cette infection s'amuse avec un jouet, le repasse à un autre petit copain, donc ça y est, l'épidémie s'installe. Donc c'est comme ça que la contamination se fait en crèche. Les symptômes de la rhinopharyngite sont un écoulement nasal qui est plus ou moins clair, une toux sèche au début, après qui devient grasse, de la fièvre éventuellement, qui est aussi entre 38 et 39 degrés, et puis un enfant irritable qui n'a pas beaucoup d'appétit. Donc ce sont les premiers symptômes qui s'installent. Donc notre rôle en crèche, dans un premier temps, c'est
d'essayer de faire diminuer les signes de cette rhinopharyngite. Donc, on traite tout spécialement l'écoulement nasal et la gêne qui peut exister par rapport à ça en lui faisant des lavages de nez, aussi souvent que nécessaire. Donc, souvent à l'approche des repas, au moins une demi-heure avant chaque repas, la collation, le déjeuner et le goûter, de façon à ce que l'enfant soit dégagé de toutes ces sécrétions et puisse manger naturellement. Alors, qu'est-ce que nous faisons en cas de rhinopharyngite lorsque nous sommes en phase épidémique, mais je dirais que ce sont des mesures que nous appliquons aussi autrement. Donc, la solution, le gel hydroalcoolique est présent partout dans la crèche. Les parents s'en servent en arrivant le matin, en ayant enlevé leurs chaussures et pour pouvoir arriver en section avec leurs enfants. Le personnel aussi, quand il est en activité, un petit peu éloigné du point d'eau, a toujours une solution sous la main de façon à pouvoir moucher, mais se désinfecter les mains rapidement, de façon à ne pas propager l'infection. Sinon, on se lave souvent les mains entre chaque soin, entre chaque enfant, et éviter de toucher, avoir une poubelle à pédales, toujours une poubelle à pédales de façon à éviter de toucher les couvercles et ne pas propager l'infection. Nous sommes en crèche, donc un milieu collectif, où il y a des enfants qui se côtoient, qui s'échangent des jouets, qui s'échangent des doudous, qui s'échangent des objets. Donc forcément, celui qui est contaminé, en repassant un objet ou son doudou à un autre, ça y est, c'est le siège de la contamination. Donc les uns et les autres se contaminent entre eux. Mais la crèche en elle-même n'est pas le lieu contaminant, puisque nous sommes soumis à des règles d'hygiène et la crèche est nettoyée quotidiennement, voire 3 fois dans la journée, à des moments bien spécifiques. Voilà. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé. Alors, docteur Perianin, la contagion n'est en aucun cas liée à un manque d'hygiène. Ah, certainement pas. La crèche est certainement propre, nettoyée régulièrement. Ce n'est pas les murs qui sont responsables. C'est les enfants qui, comme on a bien dit dans le reportage, partagent leurs microbes. Ils partagent leurs jouets, ils partagent leurs microbes aussi. C'est ce qu'on appelle les infections communautaires, où il y a une transmission par la main, comme docteur Césaire vient de le dire, par la main, par la respiration, par les éternuements. Et c'est comme ça qu'on attrape les différentes maladies. Mais on a bien compris que ce sont des maladies bruyantes qui inquiètent beaucoup les parents, qui inquiètent même les personnels de crèche aussi, puisqu'on incite les parents à consulter rapidement, alors que ce sont des maladies nécessaires à l'enfance pour fabriquer son immunité. C'est comme ça qu'il va fabriquer ses moyens de défense à coup d'infections à répétition au long de ses premières années de vie. Vous êtes en train de me dire que le rhume, c'est bon pour la santé? Ah, c'est tout à fait ça. Alors, la crèche, c'est bien connu, c'est la route du rhume, mais c'est aussi une façon de mettre en place ces moyens de défense qui vont vous protéger après. Donc, je vais vous demander des conseils pour ne pas, par exemple, pour un parent enrhumé, pour ne pas qu'il contamine son Alors, enfant. bon, il ne faut pas non plus que le parent se rende coupable d'avoir contaminé son enfant, mais il ne faut pas non plus qu'il culpabilise qu'il l'ait attrapé, puisque c'est des choses qui vont participer à la mise en place de ces moyens de défense. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les enfants, quand ils attrapent des rhumes à répétition comme ça, ils vont fabriquer leur immunité, leurs moyens de défense, mais très rapidement, 2 ans, 3 ans, ça dépend des enfants, ils n'ont plus rien. Et quand ils rentrent à l'école, ils ne sont plus malades. Ça, c'est très important à comprendre. Et les mamans sont rassurées aussi en même temps. Mais est-ce que le rhume est plus grave pour le nourrisson? Oui, il est plus grave pour le nourrisson parce que dans les premiers mois, la respiration est surtout nasale. Le nouveau-né et le nourrisson de moins de 4 mois à 6 mois ne sait pas bien respirer par le nez. Donc quand le nez est bouché, effectivement, ça peut être embêtant pour son alimentation et pour sa santé. D'accord. Et on entend souvent parler de coups de froid. Mon enfant est enrhumé, ben oui, il a pris froid hier soir. Et oui, mais ça n'a rien à voir, non. Effectivement, non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le froid qui donne la rhinopharyngite, c'est bien les virus. D'accord. Les dents non plus, je suppose. Ah non, ni les poussées dentaires. Les poussées dentaires, le froid ne sont pas responsables de la rhinopharyngite. C'est le virus, c'est le microbe. Exactement. Plus de 200 virus, d'ailleurs, peuvent être en cause dans la rhinopharyngite. D'accord. Et quel que soit le virus, le rhume va durer... En moyenne, 1 semaine. D'accord. 5 à 7 jours. D'accord. Restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission pour savoir quoi faire pour soigner le rhume de votre enfant.
Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, 1, 2, 3 Santé s'intéresse à la rhinopharyngite, plus connue sous le nom de rhume, maladie sans gravité, mais fréquente. Docteur Césaire, comment faire la différence entre la grippe et le rhume? C'est vrai qu'ici en Guadeloupe, on utilise souvent le mot grippe pour décrire un petit peu toutes les maladies. Les parents nous disent souvent mon enfant est grippé alors qu'il a le rhume. Ce sont deux maladies vraiment différentes. Donc on a vu le rhume, c'est la rhinopharyngite qui peut être due à plusieurs virus. C'est la toux, le nez bouché et la fièvre. Et la grippe, c'est une autre maladie qui est due à un virus aussi, mais un virus particulier et qui donne d'autres symptômes. Donc de la forte fièvre, des douleurs musculaires, une très grosse fatigue, qui peut aussi donner le nez qui coule, etc. Mais ce sont deux choses complètement différentes. D'accord. La grippe est plus dangereuse que le rhume. La grippe est plus dangereuse que le rhume, oui. D'accord. Alors comment le soigner, ce rhume? Alors, déjà, le traitement de base, c'est le lavage de nez. D'accord. Le lavage de nez, surtout pour les petits-enfants en bas âge qui ne savent pas encore se moucher, donc à peu près jusqu'à 3 ans, mais qui est vraiment nécessaire pour les nourrissons qui respirent principalement par le nez, parce que ça peut donner des difficultés à manger, à dormir, etc. Donc les lavages de nez, on les fait avec du sérum physiologique. D'accord. Mais il y a d'autres solutions aussi qui peuvent être... On trouve aussi des sérums à base d'eau de mer? Exactement, des sérums à base d'eau de mer, des sérums avec des antiseptiques, avec des décongestionnants, avec des corticoïdes. Enfin, il y a vraiment un bel étalage de solutions pour laver le nez. Le principal reste le sérum physiologique qu'on peut compléter avec une des autres solutions. Mais ça, c'est laissé à l'appréciation du prescripteur ou des parents. D'accord. Le but, c'est de toute façon permettre à l'enfant de rétablir sa respiration nasale. D'accord. Pour la fièvre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour la fièvre, effectivement, il faut la traiter. Donc, Doliprane ou paracétamol toutes les 6 heures, si la fièvre dépasse 38,5. Si la fièvre revient avant les 6 heures, on déshabille l'enfant, on le met dans une pièce bien aérée et on l'hydrate bien. D'accord. Et pour la toux, si le rhume s'accompagne d'une toux, est-ce qu'il faut traiter? Non, il ne faut pas traiter la toux parce qu'elle fait partie de la maladie. Il faut laisser l'enfant tousser en fait, pour mobiliser ses sécrétions et permettre de se dégager tout seul. Si on fluidifie les sécrétions avec des sirops ou des suppos, les sécrétions stagnent au niveau des bronches et ça peut être un peu plus embêtant. D'accord, tandis qu'en toussant, tout remonte. Exactement. D'accord. Docteur Perianin, des antibiotiques ou pas? C'est pas automatique. Ok. C'est même pas fréquent. Comme docteur Césaire l'a dit tout à l'heure, c'est une maladie virale, donc on soigne les symptômes en fait. Et généralement, le traitement simple de ces symptômes suffit. On ne sera mettre des antibiotiques que lors des complications dont elle a parlé, éventuellement, mais qui sont déjà beaucoup plus graves. Mais pas dans une rhinopharyngite habituelle de nourrisson. D'accord. Alors vous le disiez tout à l'heure, l'essentiel ce sont les préparations nasales. Alors si laver le nez de son bébé peut paraître banal, beaucoup de parents ne pratiquent pas ce geste correctement. Des conseils tout de suite pour vous aider. Aux urgences pédiatriques du CHU de Pointe-à-Pitre, Sandra Perroni, infirmière puéricultrice, nous explique comment effectuer le lavage de nez. Ce geste permet de dégager les voies respiratoires supérieures de l'enfant. Le lavage de nez se fait autant de fois que nécessaire. Nous, en tant qu'adultes, on se mouche plusieurs fois par jour parce qu'on a le réflexe de se moucher pour libérer les voies aériennes supérieures parce qu'elles sont obstruées. Chez l'enfant, il ne peut pas le faire, ce n'est pas un réflexe chez lui. Nous, en tant qu'adultes, on est garant de la liberté de ses voies aériennes supérieures en lui permettant de se moucher, c'est-à-dire en faisant une désobstruction rhinopharyngée ou lavage de nez. En général, le lavage de nez se fait en position couchée. Ce qui est important, c'est de sécuriser le lavage de nez. Donc, il y a 2 positions. L'enfant est en position dorsale, la tête est tournée sur le côté de manière à ce qu'on puisse instiller le sérum fille dans la narine supérieure et faire sortir la narine inférieure. Cette position est pratique parce qu'elle évite que l'enfant puisse avaler naturellement les sécrétions. Ou encore, quand on n'a pas la possibilité de le faire, l'enfant est complètement tourné sur le côté. Automatiquement, la tête sera penchée sur le côté, nous permettant ainsi d'instiller le sérum fille dans la narine supérieure pour le faire sortir dans la narine inférieure. Lavage de nez consiste à instiller du liquide
c'est du sérum Phi en général. Hein. Souvent, on peut l'avoir sous différentes formes, sous forme de physiomère ou sous forme de pipette de sérum Phi. En général, la pipette de sérum Phi est plus adaptée pour pouvoir faire un lavage de nez. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut créer une circulation de liquide entre la première et la deuxième narine en position couchée pour pouvoir pousser les sécrétions à l'extérieur. Donc, il faut quand même impulser en appuyant plusieurs fois sur la pipette pour que le liquide puisse chasser les sécrétions à l'extérieur. Ça se fait dans certaines positions qui sont sécuritaires pour l'enfant, parce que bien évidemment, on est au niveau du nez, on n'est pas là pour pouvoir les encombrer, mais au contraire pour les libérer. Quels sont les signes d'une obstruction des voies aériennes supérieures? Souvent, on a tendance à penser qu'un enfant n'est pas encombré tant que le nez ne coule pas. Le nez coule quand il est déjà bien encombré auparavant. Donc, il y a différents signes qui peuvent nous permettre de savoir chez un enfant qui ne peut pas vous dire « maman, j'ai le nez bouché », que le nez est bouché. Un enfant qui tousse. Souvent, un enfant qui tousse, pas spécialement une toux grasse, mais une toux qui se répète dans la journée ou même chez un petit bébé, c'est que les sécrétions descendent en arrière-gorge. Donc du coup, le réflexe de toux va se mettre en place, mais il faut lui faciliter sa respiration en libérant les voies aériennes supérieures. Ça a un double intérêt parce que l'enfant qui tousse et qui avale les sécrétions vont descendre au niveau de l'estomac. L'estomac va se remplir à la journée et au moment de manger, ça fera un trop-plein et il va vous rendre sécrétion et nourriture. Cela va vous inquiéter. Ce n'est pas inquiétant en soi. On peut éviter ce système de vomissement en libérant les voies aériennes supérieures plusieurs fois à la journée. Donc l'enfant n'avale pas de sécrétion, l'estomac est libre et prêt à recevoir la nourriture en cas de besoin. Un enfant qui a tendance à renifler, souvent les sécrétions ne coulent pas mais il renifle, donc du coup il faut libérer les voies aériennes supérieures. Un enfant qui pleure, qui geint, chez un bébé de moins de 3 mois, qui vous fait savoir qu'il a du mal à respirer, vérifiez. Souvent on entend un petit graillonnement lors de la respiration, c'est qu'il y a des sécrétions. Afin de favoriser les bonnes pratiques, on va favoriser les lavages de nez avant les repas, avant de se coucher et après le bain. Pourquoi avant les repas? Parce que quand le nez est bouché, quand on va obstruer la bouche, l'enfant va vous refuser la nourriture. Il aura quand même faim, mais il va préférer activer son réflexe primaire, c'est-à-dire respirer plutôt que de manger. Nous, on va libérer ses voies aériennes supérieures pour lui permettre de respirer, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il ne pouvait pas respirer par la bouche, et donc lui permettre d'ingérer sa nourriture pour lui permettre de guérir, bien évidemment. Ensuite, avant de se coucher. Pourquoi? Parce que quand on va allonger l'enfant, il sera en position couchée. Donc les sécrétions vont aller en arrière-gorge. Pour faciliter une récupération rapide et une respiration optimale lors du coucher, on va libérer les voies aériennes supérieures pour favoriser le repos de l'enfant. Après le bain, pourquoi? Parce que le liquide qui va passer au niveau du visage va libérer les sinus et donc va permettre au rhume de couler naturellement. Donc, on va déjà commencer un pré-lavage avec le bain et on va terminer un lavage optimal après le bain. Il n'y a pas de limite au nombre de lavages de nez par jour. Alors le lavage des narines est certes un moment pas très agréable, mais en tout cas très efficace. Et le mouche-bébé, docteur Periana? Alors, l'idéal, c'est de laver les narines. En tout cas, le but, c'est rétablir la perméabilité des narines pour que l'enfant puisse respirer. Une des parents qui ne peuvent pas bien laver les narines ou qui ont peur, comme on a vu, oui, l'utilisation du mouche-bébé qui aspire les sécrétions et permettent de rétablir la perméabilité nasale. Et sinon, à partir de quand est-ce qu'on peut apprendre à l'enfant à se moucher tout seul? Ça dépend des enfants. Ouais. Tous les enfants n'ont pas les mêmes acquisitions au même moment, mais souvent à partir de 3-4 ans, ils arrivent à se moucher assez efficacement. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent commencer à se moucher seuls et compléter par un lavage de nez par les parents. D'accord, pour l'habituer. Voilà. Docteur Periana, vous disiez tout à l'heure que la crèche permettait d'attraper des virus, dont ceux du rhume, et que ça permettait de stimuler l'immunité des enfants. Et pour ceux qui n'ont pas été à la crèche? Oui, tout à fait. Alors, on peut même dire que la fréquentation d'une collectivité d'enfants en bas âge permet de mettre en place l'immunité parce que l'enfant va fréquenter un milieu où il y a beaucoup de microbes, où ils vont partager les microbes et ils vont attraper un certain nombre de microbes, donc développer leurs anticorps et ainsi mettre en place rapidement. Et il est assez habituel chez ces enfants-là, comme on l'a déjà dit d'ailleurs, qu'au bout de 2-3 ans, les rhinopharyngites sont de moins en moins fréquents. Par contre, quand ils n'ont pas eu cette chance d'aller à la crèche, ils sont à la maison dans le cocon familial où ils ne rencontrent jamais de microbes, c'est vrai, ils n'ont jamais rien. Mais à l'inverse, quand ils rentrent à l'école, tout doit se faire. Et il n'est pas rare de les voir attraper des infections, rhinopharyngite sur rhinopharyngite, alors que ceux qui ont fréquenté la crèche n'ont plus rien. Donc, en fait, les infections ont été simplement différées dans le temps,
mais ils vont les attraper comme les autres. Est-ce qu'on peut soigner avec l'homéopathie? On a bien dit, docteur Césaire a bien dit que ce sont des maladies virales. Donc en fait, le traitement qu'on met en place, ce sont des traitements, je dirais, symptomatiques. C'est-à-dire on traite les symptômes, les causes. Pas les causes, mais les différents maux de la maladie. On a soigné la fièvre, on a soigné la toux, on a soigné le rhume avec la désinfection. Donc oui, l'homéopathie peut convenir. On peut soigner tous ces symptômes-là avec l'homéopathie, avec des traitements d'attente simplement, pour attendre que l'infection se guérisse d'elle-même. En fait, c'est ça. D'accord. Et si mon enfant est tout le temps enrhumé, au bout d'un moment, est-ce qu'il faut réagir et s'inquiéter? Alors, en bas âge, donc en dessous de 6 ans, il peut faire plusieurs infections dans la même année, c'est pas inquiétant. À partir d'un certain âge et vraiment au-delà d'un grand nombre d'infections, on peut se poser des questions comme est-ce qu'il n'y aurait pas une allergie sous-jacente? On peut se poser la question quand il y a un terrain allergique familial, quand les parents ont de l'asthme, des rhinites allergiques, allergie à la poussière, aux poils d'animaux, etc. Que l'enfant a plus de symptômes la nuit, au coucher, et qui commence à devenir grand. Donc à ce moment-là, c'est peut-être une allergie. Exactement. D'accord. Il faut se poser la question en tout cas. L'environnement familial aussi, par exemple des parents qui fument, aussi peut intervenir. Ça n'est pas. Tout à fait, parce que l'enfant va respirer la fumée de tabac, ce qu'on appelle le tabagisme passif, et avoir les mêmes symptômes de toux fréquentes à répétition qui peuvent faire croire à des rhinopharyngites. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir des complications comme une otite, par exemple? Oui, tout à fait. Souvent, la rhinopharyngite est banale, elle guérit spontanément seule en quelques jours, mais il peut y avoir des surinfections bactériennes comme les otites, souvent chez les nourrissons, chez les jeunes enfants, et parfois des sinusites, un peu plus rarement chez les grands enfants. Il y a d'autres maladies aussi qu'on appelle les infections respiratoires basses qui peuvent survenir après les rhinopharyngites, comme les bronchites, les bronchiolites, l'asthme ou les infections pulmonaires. Mais elles ne sont pas dues à la rhinopharyngite. La rhinopharyngite est plutôt un précurseur en fait de l'infection. Merci beaucoup, Dr Césaire, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Dr Perianin, pour vos éclairages. 1, 2, 3 Santé revient la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et tout de suite, vous retrouvez Yemouna pour la synthèse de l'émission. Messieurs et dames, bien bonjour. Alors, en l'eau, moun ka dit que c'est moun a toujours malade, toujours tini en tête en travers. José et Malika, expliquez-nous en fait, non à ça, c'est rhinopharyngite. Rhinopharyngite là, en fait, c'est un virus qui cabasse ces moun là ça, mais c'est pas rien qui grave. Qui j'en ça passé? Eh bien, ces moun là, yo ka fréquenter yo, par exemple, là yo ka en crèche, yo ka mélanger yo ka partager jouer à yo et à dans partage là ça, eh bien, yo ka partager ces microbes là ça aussi. Alors, si vous pouvez tousser, nez a yo ka couler, zi a yo ka couler, vous pouvez faire petit goutte la fièvre, vous pouvez tousser aussi. Mais quand on dit a pas rien qui grave, au contraire, à un moment là ça, eh bien, c'est timouna qui a fabriqué anticorps à yo, ça qui permet yo de défendre corps à yo pita. Donc, faut pas chalérer corps à pour ça. Par contre, si Timouna a toujours serré à casa ou il pas fréquenter d'autres Timoun, assuré pas peut-être il pas qu'à risquer tomber malade. Mais là, vous voyez qu'il rentre à l'école, eh bien, à un moment là, ça, eh bien, il a risqué ramasser tout ça, il pas attraper avant. Juste avant nous bout, pour rappeler les autres qu'il ne faut pas confondre rhinopharyngite, qui a concerné ces jeunes Timoun-là, et la grippe. La grippe là, généralement, on attend de parler d'épidémie à la grippe, là, on voit la frédie commencer à monter en fin d'année, et ça surtout délicat pour ces grands moun-là. Messieurs et dames, toujours songer, on sait qu'on nous nie. Alors, soit nous prenons précaution, puis restez docteur. À dans notre soleil.